Voilà. Donc, bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette session sur intégrer la santé mentale et le soutien psychosocial dans la réponse à l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Vous êtes les bienvenus. Il y a des choses, on va essayer de vous faire un petit peu un panel de différentes interventions dans différents pays. Donc, je vais commencer par faire une présentation un peu générale sur SMSPS et Ebola. Certains d'entre vous l'ont déjà un petit peu entendu, mais ça me semblait important de faire un rappel introductif. Mais du coup, je vais pas trop m'étendre là-dessus. Je vous rappelle qu'il y a déjà une session francophone disponible sur SMSPS et urgences de santé publique, donc vous pouvez aussi avoir accès à ces informations-là. Et puis ensuite, on aura une présentation de la RDC sur tout ce qui est mis en place au niveau du pays par rapport à cette réponse immédiate, mais aussi on aura des présentations du Burundi et de la RCA qui vous expliqueront comment en amont ils sont déjà en train de travailler à la préparation pour la réponse, puisqu'on sait qu'on est d'autant plus efficace, bien sûr, qu'on a travaillé en amont dans la préparation. Donc, c'est un petit peu le déroulé de l'après-midi, là, de la session. Donc, il y a beaucoup, comme je vous disais, de choses à discuter. Donc, je commence tout de suite ma présentation pour qu'on puisse avancer ensemble. Alors, je vais essayer de trouver la bonne. Euh, voilà. Alors, hop. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous la voyez en plein écran, là, la présentation? Pour vous, c'est bon? C'est bon. Oui, c'est bon. Merci. C'est bon, Pour c'est Donc, moi, ça va aussi. Ça bien. va. Alors, comme je vous disais, je vais pas trop rentrer dans le détail complet parce que on n'aura pas le temps de tout aborder après. Et je suis intéressée vraiment pour que vous puissiez aussi discuter ensemble et voir les exemples concrets des pays. Mais il me semblait quand même important de rappeler quelques éléments de base pour faciliter ensuite les échanges. Donc, l'intérêt, évidemment, c'est de comprendre un petit peu pourquoi c'est important. Ah, excusez-moi. Hop. Comprendre pourquoi et comment la santé mentale et le soutien psychosocial sont des dimensions qui sont essentielles dans la réponse Ebola. Comprendre également le mode de gouvernance des urgences de santé publique et le rôle des GTT, santé mentale et soutien psychosocial, puisque c'est un petit peu différent des modes de gouvernance quand il y a des conflits. Donc, les interlocuteurs sont pas forcément les mêmes et les leads sont pas forcément les mêmes. Donc, c'est important que vous le sachiez et que vous sachiez du coup à quel groupe participer et avec qui interagir. Et puis, connaître un petit peu les recommandations clés du IASC et leur application pratique, même si là, je vais pas rentrer dans les détails, mais je vais surtout vous dire où est-ce que vous pouvez trouver l'information. Donc, je vais pas revenir là parce que je sais que je suis avec un public averti, donc je vais pas réexpliquer ce que c'est que la SMSPS. Les urgences de santé publique, c'est une situation qui est grave, soudaine, inhabituelle ou inattendue et qui présente un risque important pour la santé publique. Là, c'est pareil, vous connaissez tous parce que malheureusement, beaucoup d'entre vous l'expérimentent dans les pays dans lesquels vous êtes basés. Alors, pourquoi intégrer la santé mentale et le soutien psychosocial dans la réponse humanitaire, sanitaire, pardon? Elles ont des impacts, évidemment, ces urgences sur la santé, l'économie et le lien social, entre autres choses, hein, bien sûr, mais ça a un impact très large. Et ça touche évidemment l'ensemble des systèmes des familles et des individus. Donc, j'ai pas là non plus donné trop d'éléments. J'ai choisi juste quelques éléments qui sont plus en lien avec la SMSPS. Mais bien évidemment, hein, tous ces impacts beaucoup plus globaux dans des régions où il y a aussi souvent d'autres urgences en termes de conflits, en termes de pauvreté, en termes de déplacement de population, parfois d'autres problématiques aussi épidémiques comme le choléra en RCA, on en parlera peut-être sont des éléments, bien sûr, qui se surajoutent les uns aux autres. Mais du coup, là, j'ai choisi juste quelques éléments pour vous. Donc, on note en général une augmentation d'environ 20-25% des troubles d'anxiété et de dépression dans les urgences et les épidémies.
On sait que, par exemple, avec le Covid, hein, c'est là où aussi tout ce qui était santé mentale et soutien psychosocial a été beaucoup plus mis au cœur de la compréhension de l'importance de tout ce qui était santé mentale dans les épidémies, puisqu'on a eu une augmentation énorme mondiale de l'anxiété et de la dépression, à la fois par rapport à l'épidémie, mais aussi hein, par rapport à tout ce que ça impliquait en termes de isolement, immobilité, plus possibilité d'avoir des activités sociales, etc. Donc c'est pas que l'épidémie, hein, bien sûr, qui a des répercussions, c'est l'ensemble des choses aussi qui sont mises en place autour de l'épidémie. Et puis l'absence d'intégration psychosociale, on le sait aussi bien, ça augmente la non-adhésion à la prise en charge médicale, ça entraîne de la méfiance et donc un risque majoré de propagation secondaire. Et donc à ce titre-là, c'est vraiment important, évidemment, d'intégrer la SMSPS. L'impact psychosocial, comme je le disais, et là encore, sans rentrer dans les détails, va intervenir à plusieurs niveaux, sur les personnes et les familles, au niveau du stress, de la peur, de l'isolement, de la perte de repères, des deuils compliqués, puisqu'on peut pas faire les accompagnements qu'on fait habituellement autour des personnes malades et autour du deuil, des réactions qui peuvent être prolongées vis-à-vis des autorités sanitaires, parce que c'est pas assez efficace, parce que c'est trop long, parce qu'on nous traite mal. Tout ce qui est aussi, bien sûr, le fait qu'on se retrouve avec des mineurs isolés, des chefs de famille qui doivent gérer différemment la structure familiale. Bien sûr, et là, bah, je parle à un public directement concerné, ces réponses ont un impact sur les soignants et les acteurs de terrain avec une surcharge de travail, une exposition répétée à la souffrance, de l'épuisement compassionnel, du burn-out, parfois de la culpabilité professionnelle, la peur, bien sûr, d'être soi-même contaminé, le fait d'être loin de sa famille parce qu'on est en train de prendre soin des patients, le fait aussi que parfois ça entraîne un stigma ou un isolement de la part de la communauté et des familles, et donc des impacts très très forts aussi sur la santé physique et la santé psychologique des acteurs de terrain. Sur les communautés, bien sûr, avec tout ce qui est rumeurs, stigma, violence, méfiance, etc. On en parlera peut-être avec les contextes puisqu'on a observé ça sur le terrain récemment. Et puis sur le système de santé public au global, mais sur les autres systèmes de santé, les autres systèmes aussi, hein, qui peut être l'éducation, la protection, etc. Comme on l'a dit tout à l'heure, avec une baisse aussi de l'adhésion potentielle aux stratégies de prévention qui sont proposées. Donc, dans les urgences de santé publique, là, je vais pas rentrer dans les détails de tout ça, mais je vous partagerai après en PDF la présentation pour que vous voyez selon le niveau en fait qui est déclaré de l'urgence. C'est des systèmes différents qui se mettent en place au niveau de la prise en charge. Et là, effectivement, on est dans une situation où c'est international et donc ça a été déclaré, comme vous le savez, en mai par le directeur général de l'OMS. Et c'est donc dirigé par l'OMS avec les gouvernements en termes d'organisation de la réponse. Là, c'est aussi pour que vous voyez un petit peu, pour que vous soyez un petit peu familier hein, de tous les acronymes et tous ces terminologies qu'on utilise au moment des urgences, dans lesquelles il faut apprendre à naviguer aussi pour pouvoir intégrer la SMSPS à la fois dans les équipes d'assessment, mais aussi dans les financements ou dans la coordination qui est mise en place au niveau international et au niveau national ou provincial. Donc, dans le système, en général, là, on va avoir des exemples, hein, mais on a très souvent donc un système de réponse aux urgences de santé publique qui va être avec des recommandations qui sont faites au niveau du pays ou d'une région, avec des piliers. Et là, on va voir différents exemples tout à l'heure. Elle est parfois en tant que pilier indépendant ou parfois elle est rattachée aux différents piliers. Et donc, ça, c'est déjà un des enjeux quand il y a la structuration de la réponse, de s'assurer que la santé mentale et le soutien psychosocial sont bien intégrés dans le protocole de réponse et d'intervention dans le pays. Et là, le GTT a déjà un rôle, le GTT ou les acteurs SMSPS ont déjà un rôle très important au niveau de repérer où est-ce que la SMSPS est logée dans la structure nationale de riposte et si elle est bien intégrée. Établir un lien de coordination entre ce pilier, si c'est un pilier sur différent, ou
avec au sein des autres piliers et les clusters humanitaires. Donc, s'assurer que tout ça est bien coordonné et assurer aussi de la cohérence, bien sûr, avec les standards SMSPS pour éviter les doublons et l'absence de services. Donc ça, comme dans une réponse à un conflit, hein, le GTT a un rôle très important de coordination aussi entre les acteurs SMSPS pour s'assurer qu'on répond bien aux différents niveaux de besoins et qu'il n'y a pas de doublons. Je vous ai juste mis ça en petit point de plaidoyer quand c'est difficile au niveau des pays parfois de faire entendre que la SMSPS est important à prendre en compte dans les ripostes, puisque en fait les résolutions de l'Assemblée générale de la santé de 2021 et de 2024 ont bien souligné l'importance d'intégrer la SMSPS dans la préparation et la réponse aux urgences et le rôle important des GTT. Donc, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez aussi vous appuyer parfois quand c'est pas évident d'expliquer pourquoi c'est important. Alors, ça explique pas pourquoi c'est important, mais en tout cas, là, ça vous donne un cadre de recommandations internationales que vous pouvez aussi utiliser quand c'est nécessaire pour faire du plaidoyer. Je vous le lis pas en entier, mais du coup, ça vous donne effectivement ces éléments très concrets. Alors ça c'est aussi repris hein, du manuel de coordination SMSPS où il y a là aussi l'explication de pourquoi c'est important de l'intégrer, comme je viens de vous le dire, et l'importance de la reconnaissance par l'Assemblée mondiale de la santé de ces éléments-là et le rôle clé des GTT. Alors, le GTT est reconnu donc par cette assemblée comme un mécanisme clé de coordination intersectorielle pour la santé mentale et le soutien psychosocial dans les urgences de santé publique. Et il insiste sur le fait qu'ils doivent être formellement intégrés aux structures nationales de gestion de crise. Et on va le voir tout à l'heure concrètement, justement, dans les différents pays, comment le GTT peut jouer ce rôle-là avec les autres, avec les organisations ou les cellules qui gèrent la réponse à l'urgence de santé publique, à Ebola en l'occurrence. Ça veut dire participer aux coordinations de l'urgence, bien sûr, faire du plaidoyer pour s'assurer que la SMSPS est inscrite dans les plans de réponse stratégique et les procédures opérationnelles standardisées. Expliquer aussi ce qu'il faut faire hein, concrètement sur le terrain en termes de mise en place opérationnelle et puis assurer des liaisons entre les clusters, les COUP, donc les cellules de réponse aux urgences de santé publique, avoir des cartographies communes, etc. Donc essayer de faciliter le travail et la coordination et la liaison entre les différents acteurs et les différents types d'urgences, quand c'est le cas. Donc, globalement, dans les épidémies, bien sûr, on l'a dit, c'est très important d'intégrer la SMSPS et de travailler en amont de l'urgence. Et c'est pour ça, on est ravis d'avoir aussi avec nous le Burundi et la RCA pour nous dire un petit peu comment ils travaillent à cette préparation. Dans la phase d'urgence aiguë, bien sûr, où là, il y a la mise en œuvre concrète en même temps que le plaidoyer et la structuration de la réponse. Et après l'urgence, c'est toujours intéressant de faire tout un travail, bien sûr, de leçons apprises, d'adaptation et d'évolution des procédures standards, et puis de pouvoir ajuster justement ces procédures standards en fonction de l'expérience pour le risque de la prochaine épidémie, puisqu'on va le voir, hein, évidemment, comme vous le savez, en RDC, c'est loin d'être la première, malheureusement, épidémie à Ebola. Et donc, comment on construit au fur et à mesure une expérience et on s'appuie sur les leçons du passé. Alors, les axes piliers, ils varient d'une épidémie à l'autre, mais il y a quand même des grands points communs qui interviennent à chaque fois. Donc là, je vous ai mis quelques exemples, mais c'est un peu toujours les mêmes, même si la subdivision par pilier peut changer d'une fois à l'autre. Et puis, on utilise en croisée avec les piliers qui sont la réponse à l'urgence publique, la pyramide SMSPS appliquée aux épidémies que vous connaissez bien, donc qui va de éléments d'information pour l'ensemble de la population jusqu'à des prises en charge de santé mentale beaucoup plus spécifiques et spécialisées par des professionnels de santé mentale spécialisés. Et donc, on essaye de couvrir là aussi l'ensemble des éléments de la réponse.
Ça, ce sont les grands cadres habituels qui s'appliquent de la même façon donc aux urgences de santé publique, c'est-à-dire une intervention à plusieurs niveaux. Je vous ai parlé de la pyramide, donc aux 4 niveaux de la pyramide. Un travail de collaboration et de coordination avec des outils qui sont adaptés à la culture, au contexte et aux vulnérabilités spécifiques. Construit bien sûr avec les structures de soins locales. S'assurer qu'on fait des formations et bien sûr toujours des supervisions puisqu'on sait que les formations toutes seules, c'est pas très efficace. Ce qui est vraiment efficace, c'est le compagnonnage et la supervision par la suite. Et peut-être que certains en RDC auront l'occasion de nous en parler puisqu'ils font déjà de la supervision sur le terrain. S'assurer qu'on propose des environnements qui soient protecteurs et que dès le départ, on pense à long terme et qu'on vienne en appui aux structures déjà existantes et non pas en doublon des structures existantes. Là, je vais pas rentrer dans le détail, c'est juste pour vous montrer où est-ce que vous pouvez aussi trouver des informations qui peuvent être pertinentes et intéressantes pour vous. Donc, je vous rappelle qu'il existe l'ensemble minimum de services santé mentale et soutien psychosocial, qui est un site, c'est au départ un manuel papier, mais qui est aussi sur un site internet, dont la grande majorité est traduit en français, donc accessible pour les francophones. Et dans ce cadre-là, il y a un volet qui s'appelle Intégrer la santé mentale et le soutien psychosocial dans la prise en charge médicale des maladies infectieuses. Je vous rappelle que l'ensemble minimum de services, il a été construit pour dire vraiment quelles sont les activités absolument minimum à mettre en place dans des situations d'urgence, comme les prises en charge du médical de maladies infectieuses. Et donc, ça vous fait un repère pour savoir quels sont les éléments importants et nécessaires. Donc, je vais pas là non plus rentrer en détail, mais ensuite, quand vous cliquez sur l'activité, vous avez les actions très précises que vous pouvez mettre en place. Donc là, par exemple, élaborer, choisir, adapter et traduire le matériel et les documents si nécessaire, identifier des points focaux SMSPS pour fournir et coordonner les services SMSPS dans tous les établissements de santé, etc., etc. Donc là, je vais pas tout détailler parce que je veux vraiment laisser de la place aux autres intervenants. Mais vous pouvez voir que en vous appuyant déjà sur l'ensemble minimum de services, ça vous permet d'avoir déjà des repères de choses qui peut être important de vérifier avec un petit peu comme une liste de contrôle pour vous, pour voir est-ce que c'est bien mis en place ou pas. Et dans la préparation, ça peut être aussi un guide pour vous dire, est-ce que ça c'est déjà prévu, c'est déjà organisé, de quelle manière, pour s'assurer qu'on a bien pensé à tout. Dans l'ensemble minimum service, il y a toujours aussi des actions supplémentaires à envisager. Donc, c'est quand on a un peu plus de moyens ou un peu plus de temps ou parce que ça paraît comme une priorité dans ce contexte-là. Et donc, c'est des activités qui peuvent être envisagées en plus. Encore une fois, c'est un guide, hein, ça ne veut pas dire que c'est absolument que celle-là qu'il faut mettre en place, mais ça permet, surtout quand on est en une urgence, de gagner du temps et d'être plus efficace et aussi d'avoir des choses sur lesquelles s'appuyer pour réfléchir à l'adaptation à son contexte. Voilà la suite des exemples et de ce qui est recommandé, que là encore, je détaille pas. Vous pouvez aussi vous appuyer, et là, je vous l'ai montré parce que c'est justement quand la santé mentale, soutien psychosocial est intégré dans les piliers. Si vous regardez dans l'annexe 2 du manuel de coordination santé mentale et soutien psychosocial, l'annexe 2 comprend là aussi une liste d'activités qui se recoupe évidemment avec l'ensemble minimum de services, heureusement, qui sont organisées différemment puisque là, elles sont organisées par piliers. Et donc, ça peut vraiment être intéressant quand on est en train de travailler au niveau du pays et avec la cellule d'urgence de réponse aux urgences de santé publique, puisque ça vous donne des exemples d'activités très concrètes que vous pouvez intégrer dans chacun des piliers. Et donc, ça facilite beaucoup ce travail-là. Donc là, c'est un exemple dans l'annexe 2 où il n'y a pas un pilier santé mentale et soutien psychosocial spécifique, mais c'est intégré dans les autres piliers. Donc, voilà les exemples. Là, je l'ai remis sous un autre format pour que ce soit plus lisible, hein. Mais par exemple, dans communication sur les risques et engagement communautaire, dans ce pilier-là, la SMSPS peut inclure des messages sur la gestion du stress et l'accès aux services d'entraide et de CMSPS. Elle peut faciliter les dialogues communautaires afin de favoriser la réintégration et d'éviter la stigmatisation des personnes survivantes. Elle peut aussi travailler avec les personnes, par exemple, qui font communauté sur les risques et engagements communautaires
travailler avec elles sur comment on donne ces messages pour que ce soit pas effrayant et que ça ne paralyse pas les populations. On peut aussi travailler avec les équipes pour qu'elles-mêmes elles se sentent assez à l'aise et qu'elles n'aient pas peur, par exemple, quand elles vont faire la communication. Donc, je vais pas rentrer là non plus dans le détail. C'est exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure sur l'annexe 2, mais de façon un peu plus lisible et qui vous donne des exemples d'activités là aussi que vous pouvez utiliser. Enfin, je vous remontre un exemple qu'on met de façon assez fréquente qui est l'épidémie Ebola en Guinée, où là c'était un petit peu différent puisque en fait la santé mentale et le soutien psychosocial étaient un pilier spécifique séparé. Donc ça dépend des pays, ça dépend des choix qui sont faits. Et ça ne veut pas dire, bien sûr, si c'est un pilier séparé, que ce n'est pas intégré et en lien avec les autres piliers. Et donc ça, c'est un point de veille hein, quand c'est un pilier séparé aussi à avoir. Et donc, là, ils avaient fait ce choix-là d'avoir un pilier spécifique bien clair sur la SMSPS. Et donc, je vous ai mis effectivement qu'est-ce qu'ils avaient intégré dans ce pilier-là pour que vous ayez une autre façon de présenter les choses quand s'organise au niveau global la réponse et les recommandations au niveau d'un pays ou d'une épidémie particulière. Donc, quels sont les manuels que vous pouvez utiliser et qui sont déjà préexistants dans les urgences de santé publique? Ben, j'en ai parlé, le manuel sur la coordination en santé mentale et soutien psychosocial, dans laquelle vous avez cette annexe, mais il y a bien sûr plein d'autres informations qui sont très utiles sur les activités à mettre en place et le rôle des GTT dans ces réponses. Il y a l'ensemble minimum de services que je vous ai cités également sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Tous ces documents-là, ils sont disponibles dans le Drive des ressources francophones du IASC, dont le titre est là et qui est aussi dans ma signature et dans le message d'absence qu'il y a quand vous m'envoyez un mail. Donc, vous pouvez les retrouver facilement de cette manière-là. Il y a tous ces manuels-là qui sont aussi disponibles et qui sont mis hein, dans le Drive. Là, je vous les ai juste mis en exergue, mais ils sont dans le Drive, donc c'est très facile. Il y a à la fois des choses qui sont très spécifiques, comme vous le voyez, la santé mentale et soutien psychosocial dans les flambées de maladies à virus Ebola, ou l'exemple de la Guinée que je vous ai montré. Mais il y a aussi des documents qui ont été développés pour le Covid et qui sont très facilement adaptables pour ce qui est Ebola, ou aussi des choses qui ont été développées par rapport au Mpox et que vous pouvez utiliser là aussi assez facilement en les transférant un petit peu, mais qui ressemblent à ce qu'on va vous proposer. Dans le Drive, il y a aussi une note des recommandations que j'ai capitalisées avec les différents documents que vous pouvez trouver et comment les utiliser. Donc, pour essayer de vous simplifier un petit peu le cheminement au niveau des documents, puisque sinon, ça fait beaucoup de documents. Donc, ça vous montre un petit peu différentes choses que vous pouvez trouver et utiliser. Et puis, comme je le disais, tout ce qui a été aussi développé par rapport au Covid, encore une fois, qui peut être utile, y compris sur comment expliquer la maladie aux enfants, etc. Le chapitre 2 du document sur la prise en charge clinique, prévention et gestion du Mpox, vous pouvez aussi l'adapter assez facilement par rapport à tout ce qui est Ebola. Et donc ça, c'est plutôt donc les documents Mpox que vous pouvez adapter et qui sont donc au moins en partie en français, le premier, et les deux autres sont en anglais. Mais avec les traducteurs en ligne, on peut assez facilement, si on lit pas anglais, quand même avoir accès. Voilà un petit peu, moi, la présentation générale que je voulais vous faire avant de démarrer, vraiment. Et puis, je voulais vous montrer aussi, si jamais j'arrive à avoir accès, est-ce que j'ai accès? Je vous montrerai après le Drive, hein, peut-être plus tôt, en fin de présentation, pour que vous puissiez effectivement voir un petit peu ce que vous pouvez trouver dans le Drive.
Voilà, donc ça, c'était un petit peu la présentation globale que je voulais vous faire avant de rentrer dans le vif du sujet, puisqu'on a de la chance d'avoir les experts qui sont sur le terrain et qui nous ont préparé des présentations et qui vont nous dire concrètement ben, les difficultés, ce qui se passe sur le terrain, mais aussi qu'est-ce qui est très facile et possible à mettre au niveau bah, voilà, de la réponse immédiate. Alors, je ne sais pas qui fait la présentation pour la RDC, donc je ne sais pas qui je dois présenter. Qui est-ce qui parle? Ou peut-être vous êtes plusieurs d'ailleurs, je ne sais pas comment vous avez organisé la réponse. Alors, pour la RDC. Bonjour Cécile, je suis là. J'ai un problème de Ah, connexion. ça va? Ça va bien Cécile, sauf qu'il y a un souci de connexion, donc ça coupe, Ah, mais on fait avec. on fait avec, ben, c'est ça la réalité du terrain aussi, hein. Donc, Donc Mm. justement, ça fait partie de la réalité du terrain et des difficultés parfois pour aussi se connecter, discuter et travailler ensemble et coordonner. Donc, je te présente en deux mots, Doudou, puis tu finiras de te présenter. Mais Doudou Kalima, il travaille donc en RDC avec le ministère de la Santé, dans la cellule santé mentale, bien sûr, et il est sur le terrain dans l'organisation et la préparation, enfin la réponse au virus Ebola depuis maintenant début juin, je crois, hein, au moins. Enfin, il a commencé à répondre tout de suite, mais après, il a été sur le terrain. Au début, il était en capitale et il va pouvoir bah, justement peut-être se présenter un peu plus et puis je vais partager la présentation que vous nous avez préparée. Mm. Merci beaucoup Cécile. Bonjour à toutes et à tous. Comme l'a dit Cécile, je suis Doudou Kalima, donc je travaille pour le ministère de la Santé, au programme national santé mentale. Je suis chef de bureau et point focal urgence au centre des opérations d'urgence de santé publique. Donc, comme point focal MHPSS pour l'épidémie MVI-17 en RDC. Merci. Et Et, donc, oui, vas-y, puis je croyais que tu avais fini. Allez, vas-y. ah oui, donc, et membre des groupes de travail santé mentale, donc, au niveau national, qui a comme lead donc, le PNCM et puis les autres organisations qui sont co-lead et puis donc, EcoSamet qui fait les secrétariats. Merci. Bah, merci, je te relaisse la parole, mais je voulais juste vous remercier vraiment tous aussi d'avoir pris le temps de faire cette présentation pour la session francophone et d'être présent parce que, bah, comme vous pouvez l'imaginer, ils n'arrêtent pas depuis un mois et demi, même 2 mois, à travailler tous les jours avec des horaires pas possibles, etc., pour pouvoir être efficace sur le terrain. Et donc, on apprécie d'autant plus votre présence parmi nous, le temps que vous avez pris à préparer cette présentation et être disponible pour échanger avec nous. Donc, un grand merci pour ça. Merci beaucoup, Cécile. Merci à toi aussi pour l'appui, hein. Donc, je signale que depuis qu'on est là, donc, nous avons un appui vraiment considérable. Nous sommes en contact permanent avec toi et avec les autres. Donc, ça, c'est l'occasion pour nous de te remercier beaucoup, hein, donc, pour Avec le plaisir. travail. Mhm. Voilà. Au fait, à travers cette présentation, nous voulons un peu vous faire une idée sur comment, en RDC, on a intégré la santé mentale et les soutiens psychosociaux dans cette réponse, 17e épidémie, donc, de maladie à virus Ebola en RDC, et qui se veut être vraiment l'une des plus grandes aussi, hein, donc vous allez le remarquer à travers cette présentation, où nous allons vous parler du contexte général. Donc, sur le plan de présentation, il y a des contextes, la coordination nationale, comment elle est organisée et comment nous avons intégré la réponse SMH-PSS au niveau national et la contribution considérable des groupes de travail GTT santé mentale. Et puis, on va vous faire une idée sur les tableaux de bord, nos indicateurs clés, et on présente les défis et
vraiment les perspectives. Merci. Les diapos suivantes. Voilà, dans les contextes, comme vous le savez, la RDC vraiment vit un contexte de crise très complexe, donc, et demeure l'un des pays vraiment avec un contexte humanitaire les plus complexes. OCHA parle de 15 millions de personnes qui nécessitent une assistance humanitaire et une protection. Alors, cette crise est marquée déjà par des conflits armés. Donc, Ituri, c'est une zone où il y a marquée par des conflits armés. C'est vraiment une zone opérationnelle qui est même sous l'état de siège. Vous comprenez dans quel état, dans quel contexte nous travaillons. Il y a des déplacements de la population. Par exemple, dans la zone de santé des Bounia sur place, à Nizi à côté, il y a plus de 22 camps de déplacés ou sites de déplacés avec beaucoup de déplacés. Vraiment, il y a même plus de 30 000 déplacés dans ces sites. Vous imaginez les contextes. Et puis, avec des conséquences importantes sur la santé mentale et le bien-être. Voyez un peu le contexte dans lequel l'épidémie est venue trouver. Alors, les urgences de santé publique en RDC, des fois, nous sommes en train de gérer parfois plusieurs épidémies au même moment. Nous parlons d'Ebola, mais il y a Mpox qui continue à faire son râle. Il y a les choléra, il y a la rougeole. Donc, voilà un peu le contexte dans lequel nous gérons cette épidémie de la MVE. Et chaque nouvelle vague d'épidémie en RDC exige vraiment des stratégies adaptées, exige une coordination multidisciplinaire et dans un contexte des ressources très limitées. Ça vraiment. Alors, comment la coordination de la réponse est organisée? Voilà. Les centres des opérations d'urgence, COUSP, est mis en place depuis 2022 parce qu'à chaque fois qu'on avait les épidémies, il fallait convoquer la réunion des crises, mettre en place un comité. Alors, l'expérience a fait que depuis 2022, la RDC a mis en place les COUSP comme vraiment un mécanisme national pour coordonner et répondre aux urgences de santé publique. Et les centres des opérations COUSP fonctionnent à trois modes. Mode veille, c'est-à-dire dans la routine, surveiller. Et les COUSP peuvent passer en mode alerte. Une fois qu'il y a suspicion, il y a un cas suspect, on prélève, on amène au laboratoire et si s'avérait positif, on déclare officiellement l'épidémie et puis les COUSP passent en mode réponse. Alors, les COUSP organisent la réponse autour des quatre sections, section des opérations, où se trouvent les sous-piliers santé mentale et soutien psychosocial. C'est vraiment la section qui nous gère tous qui sont opérationnels et collaborent avec la section planification, la logistique et l'administration et finances. Comme vous le savez, on ne peut pas répondre sans une bonne planification, une forte logistique et aussi la finance. Alors, c'est depuis le 15 mai 2026 que le gouvernement congolais a déclaré officiellement l'épidémie et les COUSP est passé en mode réponse afin de coordonner l'ensemble des interventions nationales. Diapo suivante. Alors, quelle est la place de la MHPSS dans cette réponse MVE17? Il y a une intégration institutionnelle progressive. Nous allons vraiment signaler ici qu'il y a vraiment des avancées en termes d'intégration de la santé mentale dans la réponse. Le programme national santé mentale joue un rôle clé dans cette intégration technique au sein du COUSP à travers le programme a mis à la disposition du couple un point focal MHPSS. Les du programme, mais en permanence, collabore avec les COUSP comme point focal MHPSS et il participe dans les élaborations du plan une fois qu'il y a l'épidémie, il y a une urgence de santé publique, participe dans l'élaboration du plan de préparation et réponse pour intégrer la thématique santé mentale dans la stratégie nationale de réponse.
Et pour arriver à cette intégration, le point focal collabore étroitement avec le GTT et les groupes de référence IASC. Comme je l'ai dit, Cécile est vraiment avec nous, qui nous accompagne vraiment à chaque étape pour certaines orientations clés qui nous permettent d'intégrer la MHPSS dans la réponse. La diapo suivante. Alors, quelles sont les contributions à ce jour dans cette réponse MV17? En termes de coordination technique, le GTT joue un rôle clé et il a contribué efficacement à mettre en place les task force Ebola grâce au GTT. Et puis, grâce au GTT, nous assurons des réunions régulières de coordination entre les partenaires, toutes les parties prenantes, membres d'ailleurs du GTT. Alors, il appuie l'élaboration de la stratégie nationale, il réalise la cartographie actualisée et c'est ce qui nous permet de savoir qui fait quoi où sur le terrain. C'est vraiment un appui très considérable et il partage régulièrement les informations techniques à toutes les parties prenantes et ça permet une bonne coordination. Et là, nous avons même réussi les appuis du niveau global, du niveau régional pour renforcer cette coordination. Alors, grâce au GTT, il y a cette harmonisation progressive des outils, des SOP et des modules de formation qui nous permettent d'avoir le même contenu partout et avec toutes les parties prenantes. Et ça nous permet de capitaliser les bonnes pratiques. Diapo suivante. Alors, en termes de développement du programme MHPSS, il y a l'élaboration d'un cadre national d'indicateurs. Nous avons, à travers le GTT, défini quels sont les indicateurs clés pour cette réponse. Et tous nous sommes focus sur ça. Et nous avons identifié les outils de collecte et suivi, et puis les moyens de vérification de ces indicateurs. Alors, il a aussi aidé en termes de renforcement des capacités en identifiant le besoin, suivant la pyramide du IASC. Et c'est ce qui nous vraiment permet de donner une réponse adaptée. Alors, élaboration aussi du protocole national. Nous signalons que la RDC est dotée maintenant d'un protocole national pour la prise en charge MHPSS qui tient compte non seulement de l'axe clinique, mais aussi communautaire suivant la pyramide de IASC. Et c'est là, c'est grâce au GTT. Alors, nous signalons aussi que pour une première fois, la RDC a intégré les modules de base MHGAP, HIG dans la réponse et dans la continuité des soins. Avec ces modules, nous avons formé les prestataires cliniques pour les soins, non seulement dans les CT, mais aussi pour la continuité des soins, dont la demande MHPSS de soins est très importante dans la zone, qui est d'ailleurs marquée par des problèmes tels que vous le savez, des conflits armés. Alors, c'est une première fois que nous intégrons ce module. Et puis, beaucoup de modules sont adaptés selon le besoin et les niveaux d'intervention et selon les profils des acteurs impliqués. Diapo suivante. Voici même le brevet qu'on a octroyé aux participants à la première session pour la formation MHGAP pour la réponse au niveau des centres de traitement, mais aussi au niveau des établissements de soins. Et nous allons poursuivre maintenant avec la formation MHGAP communautaire. Diapo suivante. Alors, par rapport à notre dashboard, les indicateurs clés, tels que je l'ai dit, ont été définis et nous sommes en train de suivre ces indicateurs et dont la plupart sont des indicateurs d'accès aux services et par rapport à nos différentes cibles. Et avec la formation MHGAP, cette formation va aussi permettre de vraiment renseigner les indicateurs au niveau de la continuité des soins et ça va alimenter même les systèmes nationaux d'information sanitaire pour voir aussi de prévalence en termes de tendances
de 10 conditions en rapport avec le module MHGAP. Mais voilà quelques indicateurs d'accès aux services que nous avons mis en place et nous suivons. Vous allez remarquer, le premier indicateur, nous sommes à 27%. Donc, vous remarquez vraiment qu'il y a vraiment des gaps importants. Avec 5%, vous allez comprendre que le 23% là, c'est dans les zones couvertes et vous allez remarquer la couverture totale est encore très faible. Et dans les zones où nous sommes opérationnels, nous n'atteignons que 27% en termes de les paquets de services MHPSS autour des nouveaux cas confirmés. Donc voilà. Et voici les autres indicateurs qui sont en termes de chiffres et consorts. Déjà, le premier indicateur vous donne une idée en termes de pourcentage et ça permet même de voir les écarts. Voilà. C'est une présentation qui vous sera aussi partagée. Alors, la diapo suivante, nous voulons parler maintenant de la couverture nationale. Comme vous le remarquez, nous sommes à 17%, c'est-à-dire nous ne couvrons que 8 zones de santé ou 8 districts sanitaires sur les 47. Très faible, moins de 20. Et à l'intérieur de ces 8 zones de santé, nous avons une couverture encore très faible. Alors, 5 zones de santé sur les 28 pour Ituri, 3 zones de santé sur les 11 pour le Nord Kivu et une zone de santé. Donc, au site Kivu, nous sommes à 100% parce que c'est une zone de santé qui est touchée. Mais remarquez, à la Chopo et à Otuele, des provinces récemment touchées, pas d'intervention MHPSS. On a déployé les équipes pour les évaluations, mais jusqu'à maintenant, aucun partenaire s'est positionné pour appuyer les interventions MHPSS. Ce sont des gars. La Chopo, c'est une grande province avec une grande ville Kisangani qui a une connexion directe avec la province de l'Équateur et Kinshasa. Et vous remarquez les dangers si on ne fait pas rien en termes d'intervention MHPSS qui constitue même la clé pour cette réponse parce que ce sont des zones affectées, ce sont des zones déjà marquées par des conflits. Voilà la couverture très faible par manque de partenaires, faible mobilisation des partenaires autour du sous-pilier MHPSS. Diapo suivante. Alors, comme principaux acquis, la SMSPSS est intégrée dans les dispositifs nationaux de préparation et réponse. En tout cas, il n'y a pas une réponse en RDC sans que la MHPSS soit intégrée, bien qu'on souffre en termes de mobilisation, de appuis et consorts, mais la SMSS est reconnue comme une thématique clé pour la réponse en RDC. Les mécanismes de coordination entre les centres des opérations d'urgence, les COUSP et les partenaires sont vraiment renforcés, ça se voit. Et puis, les outils techniques commencent à être harmonisés petit à petit parce que c'était vraiment le problème qui souffrait la RDC et c'est là grâce au GTT qui permet à ce que toutes les parties prenantes soient ensemble, réfléchissent pour harmoniser les outils et grâce au groupe de référence qui sont là pour nous accompagner. Diapo suivante. Alors, comme perspective prioritaire, nous voulons renforcer encore cette dynamique-là d'intégration de la MHPSS, mais nous voulons cette fois-ci que la MHPSS soit positionnée comme un pilier à part entière, non comme un sous-pilier, vraiment, comme c'est le cas, parce que nous sommes dans les caisses managers, prise en charge holistique, et ça nous limite un peu. Des fois, la MHPSS est absente dans la table stratégique où on discute et ça impacte sur les opérations. Donc, nous voulons vraiment que ça soit un pilier à part entière afin de renforcer son leadership, sa coordination, sa visibilité et son intégration comme une thématique transversale dans l'ensemble des deux interventions de la riposte. Et c'est ça, d'ailleurs, vraiment la clé. Diapo suivante. Doudou, juste pour ceux Alors, qui connaissent pas, Doudou, excuse-moi, juste pour ceux qui connaissent oui. pas, tu peux juste expliquer ce que c'est que le sous-pilier de la prise en charge holistique et du coup comment effectivement ça vous bloque un peu dans un espace où vous avez moins de leadership et moins de possibilités de porter votre voix.
Très bien, c'est ça. Alors, comme perspective, merci beaucoup, Cécile. Nous voulons vraiment rester dans cette dynamique pour harmoniser les approches, vraiment grâce au GTT qui vraiment nous permet de mettre tout le monde ensemble et avoir les mêmes interventions, le même ceci, le même, et aussi capitaliser les expériences et les acquis au cours des différentes urgences sanitaires. Alors, harmoniser les protocoles, comme c'est le cas, et les renforcer davantage, et les approches d'intervention, et c'est là, standardiser les indicateurs de suivi et évaluation, très important, et mutualiser les outils techniques, les procédures opérationnelles dans les SOP, les modules de formation, comme c'est le cas aujourd'hui, en tout cas dans quelques zones où nous sommes présentes, les outils de formation au niveau communautaire, au niveau des prestataires de soins cliniques, qui sont vraiment standardisés et nous voulons aller dans ce sens-là pour toutes les parties prenantes. Et c'est la grâce au GTT qui met vraiment tout le monde ensemble et nous voulons que ça soit renforcé davantage. Nous voulons que ces outils soient partagés, les protocoles, les documents techniques développés dans le cadre de cette réponse soient partagés sur les drives francophones à travers le groupe de référence afin de favoriser l'apprentissage, la capitalisation des expériences de la RDC et la réutilisation dans d'autres contextes d'urgence dans la région et à travers le monde. Et nous voulons améliorer la qualité grâce vraiment à des ateliers post-réponse pour voir comment capitaliser les bonnes pratiques et nous améliorer davantage dans la cohérence et la redevabilité des interventions MHPSS. Voilà, diapo suivante. Et nous voulons poursuivre dans la formation des prestataires de santé, psychologues, des agents psychosociaux, des leaders communautaires, afin de garantir la réponse MHPSS de qualité sur l'ensemble des territoires. Alors, comme donc vraiment besoin et perspective urgente, nous voulons mobiliser plus de ressources financières parce qu'ici, il y a faible couverture, parce qu'il y a peu de ressources financières très, très, très faibles pour renforcer les capacités et déployer et aussi assurer la motivation des acteurs communautaires des épidémies C, dans le ménage, dans la communauté, et c'est vraiment la clé. Si la communauté est avec vous, avec des leaders impliqués et engagés, donc nous allons vraiment réussir à couper cette chaîne de transmission, mais cet engagement reste fortement limité par l'insuffisance des appuis opérationnels et des mécanismes d'incitation. Pas d'appui pour la formation, faible appui, si je l'ai dit ainsi, et pas d'appui presque pour la motivation des acteurs, des leaders communautaires. Certains sont même déjà formés, donc c'est pas les mobiliser en termes de communication et consorts pour travailler. C'est très compliqué pour nous et nous voulons assurer un financement adéquat des interventions communautaires, supervision, communication, déplacement, les outils de travail et les mesures de motivation, afin de renforcer non seulement les interventions dans le centre de traitement, mais c'est aussi la continuité des services à tous les niveaux, la qualité et l'efficacité des activités de proximité auprès de la population affectée. Ce sont les défis que nous présentons en termes de perspectives vraiment prioritaires. En conclusion, la diapo suivante, nous avons compris que la réponse à une épidémie ne peut être pleinement efficace, ça se remarque sur le terrain, sans une prise en charge euh, sans une prise en charge qui prend en compte des dimensions psychologiques, sociales et communautaires. L'expérience de cette épidémie MVE-17 en RDC montre que l'intégration de la santé mentale dans le mécanisme national de coordination est non seulement une possibilité, mais elle est indispensable. Vous avez des nouvelles, comment des fois les équipes sont chassées, caillassées et consorts. Pourquoi?
parce que ce sont des zones marquées par des conflits, marquées déjà par des problèmes de santé mentale, des problèmes sociaux. Et voilà, l'épidémie vient s'ajouter. Alors, si la communauté n'est pas avec vous, à travers l'intégration de la thématique MHPSS, on ne saura pas arrêter cette épidémie qui se veut être l'une des grandes épidémies. Alors, les acquis, les outils, les protocoles, les mécanismes de coordination et les bonnes pratiques que nous sommes en train de développer au cours de cette épidémie en RDC, nous voulons que ça soit vraiment comme un patrimoine technique qui convient de documenter, de capitaliser et pourquoi pas d'institutionnaliser afin de renforcer durablement la préparation et la réponse aux futures urgences de santé publique, non seulement en RDC, mais à travers la région. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Dodo, pour ta présentation. C'est vraiment super intéressant et super riche. Vous pouvez poser des questions dans le chat, on y répondra à la fin. Je voudrais qu'on fasse toutes les présentations d'abord, mais c'est impressionnant là ce que vous nous avez présenté, le travail que vous faites, et je pense qu'effectivement toute cette question que tu évoques de capitalisation de leçons apprises et de choses qui peuvent être ensuite diffusées et partagées, c'est génial. Et c'est vraiment un des enjeux aussi là dans le fait qu'on ait voulu mettre plusieurs pays qui se répondent et comment mutualiser au-delà même d'un pays au niveau peut-être régional le travail qui est fait, les réponses, etc. Puisqu'on y reviendra, mais euh, avoir des choses toutes prêtes avant l'urgence, bah ça facilite beaucoup quand même le déploiement après au moment de l'urgence. Donc un grand merci Doudou, et je crois que docteur Martial voulait rajouter un petit point à la question que j'avais posée sur le sous-pilier. Donc, Martial, vas-y. Merci Cécile. Merci énormément Doudou pour la grande présentation. Il a très bien représenté toute l'équipe déployée ici à Bunia. Et Ouais. donc, la question que Cécile a posée sur la prise en charge holistique. Et donc, à côté d'autres piliers, il y a la prise en charge holistique. Ce concept veut tout simplement dire que il y a la prise en charge médicale, et à côté de la prise en charge médicale, avec les médecins, les infirmiers, tout ce qui est comme case management, il y a la prise en charge santé mentale, soutien psychosocial. Et à côté de cela, il y a la prise en charge nutritionnelle. Donc, ça devient trois sous-piliers dans la prise en charge holistique. Eh bien, maintenant, la question de fond, c'est celle que Cécile a posée. Comme défi, ça nous limite exactement euh, dans l'espace, dans le temps, et par rapport à la transversalité de la santé mentale, des interventions santé mentale et psychosociale, qui fait que on doit appuyer les autres piliers, c'est pas seulement les case management que nous appuyons. Déjà, nos cibles sont principalement trois. Il y a les cas confirmés, les cas suspects. Il y a bien sûr les ménages dans la communauté. Et quand on est à ce niveau-là, vous comprenez que on est déjà au-delà du case management. Il y a les enterrements dignes et sécurisés, appelés EDES. Il y a la PCI, quand il faut les décontaminer, il faut une APS qui doit le préparer, la famille, etc. Il y a la surveillance, il y a des résistances de la communauté, il faut des APS pour aller vaincre cette résistance, voir un peu, et tout ça. Ça demande à ce que nous pensons, nous avons commencé à penser qu'il faut un pilier à part, un pilier santé soutien psychosocial, dans toute sa transversalité, et puis on peut mieux couvrir. Mais au moins, quand même, pour l'instant, nous couvrons. On arrive pas à se greffer, mais au moins à compléter, à appuyer les autres piliers. Mais en termes de coordination, exactement, ça vaut la peine que ça soit un pilier à part, nous pensons. On a commencé à nourrir cette idée, et donc, au fil du temps, on pensera que ça va commencer à progresser. Donc voilà, merci. C'était juste la réponse à la question que vous avez posée à vous. Merci. Ouais. Merci beaucoup, Martial, et encore merci, Doudou, pour la présentation. Et effectivement, dans ma présentation, j'avais montré effectivement quand c'est en transversal et quand c'est un pilier séparé. Et donc, c'est vraiment une réflexion à avoir aussi. Et peut-être après qu'on peut aussi faire
du plaidoyer au niveau global, mais c'est effectivement des éléments qui sont importants de réflexion puisque après, ben, on peut avoir du mal aussi bien à avoir des financements, à être à la table des discussions parce que ce que expliquait Doudou aussi, c'est qu'en fait, il y a un représentant de ce pilier et du coup, il n'est pas forcément spécialiste en nutrition, en santé mentale et soutien psychosocial et en médical. Et donc, c'est lui qui représente parfois le pilier à la table des discussions. Et donc, ça peut faire que la santé mentale et le soutien psychosocial sont du coup moins visibles on a plus de mal à expliquer qu'est-ce qu'on peut apporter, qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les besoins de ressources qu'il y a, les financements dont on a besoin, etc. C'est sûr que si c'est un pilier séparé, bah, ça facilite ça puisque déjà on est à la table des négociations en tant qu'expert représentant d'un pilier SMSPS. Donc, ça fait partie de toutes ces réflexions-là et ces leçons apprises à avoir selon les situations et selon les pays. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et surtout à les garder pour après, puisqu'on pourra poser toutes les questions qu'on a envie aux uns et aux autres. Mais pour continuer justement sur cet enchaînement et sur le fait aussi de dire que, en plus de la réponse elle-même, donc c'est très important d'être en amont sur la préparation. Et d'ailleurs, je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'on entendait dans la présentation de Doudou qu'en fait, vous êtes déjà, en même temps que vous êtes en train de faire la réponse, en train de penser à l'après, à la suite et aux potentielles prochaines épidémies et qu'est-ce qui serait important d'avoir déjà construit pour des prochaines épidémies, d'avoir capitalisé, etc., pour avoir tout un tas d'éléments qu'on aura déjà à ce moment-là. Donc, je trouve que cette façon de penser est vraiment riche et intéressante. Et du coup, je passe la parole à Alexandre Mema, que beaucoup d'entre vous connaissent, il a déjà intervenu plusieurs fois dans les sessions francophones pour nous présenter son travail. Et comme vous le savez peut-être, il fait partie du mécanisme RVO, donc c'est le mécanisme des Pays-Bas qui fait des appuis dans les urgences et qui permet de financer des experts pendant 3 mois, parfois reconductibles une fois, pour venir appuyer dans des situations d'urgence. Donc là, il y a pas mal de personnes qui sont déployées dans plusieurs pays francophones, notamment autour de la réponse Ebola, mais pas que. Il y a des personnes qui peuvent être déployées pour des urgences, soit pour faire un appui à la coordination en général et au GTT et du renforcement de compétences, soit pour venir faire des formations spécifiques, venir faire des cartographies. Mais Alexandre était au Burundi pour travailler sur la coordination et l'intégration de la santé mentale et du soutien psychosocial, notamment avec les enfants. Et avec le démarrage de l'épidémie Ebola, son contrat a été prolongé pour qu'il puisse travailler sur la préparation à la réponse. Et donc, on est ravis de l'avoir parmi nous et qu'il puisse nous expliquer un petit peu la situation au Burundi. Et Alexandre, je te laisse compléter la présentation si tu le souhaites, enfin, ta présentation, si tu le souhaites. Et puis, je vais partager tes diapos. Cécile, bonjour à tous, bon après-midi. Alors, La présentation est déjà faite. Je ne sais pas si je suis audible. oui, on t'entend très bien. Merci beaucoup. Alors, Alors, attends, je vais juste, voilà, là, c'est en plein écran, je pense. pour le contexte du Burundi d'abord, c'est que pour le Burundi, nous sommes dans les aspects de preparedness, ça veut dire la préparation. Bien donc, pour ce qui est des activités que nous sommes en train de mener, c'est plus lié à la préparation. Diapo. Pourquoi le Burundi se prépare pour cette épidémie de la maladie à virus Ebola? Ce qui est un pays frontalier de la RDC et également de la Tanzanie, il y a des mouvements transfrontaliers à travers Kobero Gatumba, mais également l'aéroport Melchior Dandaye, où il y a des personnes qui viennent de la RDC, de la Tanzanie et d'autres pays qui arrivent au Burundi. Mais en plus de cela, il y a un besoin de renforcer les capacités locales sur les aspects liés à la détection, la prise en charge des cas qui pourraient surgir. En plus de cela, il est vraiment important de protéger les communautés
Et là, plus avec un accent particulier sur les enfants et les familles vulnérables. En faisant cette protection de ces communautés, il y a un grand besoin de coordination des interventions, que ce soit au niveau des partenaires techniques et financiers, et également au niveau communautaire. Diapo. Alors, pour la mise à jour par rapport au Burundi, c'est que il y a une coordination au niveau national et au niveau des districts. C'est que le ministère de la Santé publique a procédé à une désignation d'abord des personnes par pilier. Il y a les piliers pris en charge, CREC, peu d'entrée et peu de contrôle, également les laboratoires et bien d'autres piliers qui sont implémentés au niveau de la riposte. Nous devons mentionner qu'il y a déjà la présence de partenaires techniques et financiers comme l'OMS, l'UNICEF, MSF, Africa CDC, le département d'État et bien d'autres partenaires qui se sont déjà positionnés pour appuyer les activités de préparation. Il y a des réunions qui sont tenues de manière régulière par pilier. Et en termes de mise à jour, il y a à la date du 22, on était à un total de 12 alertes investiguées et qui ont été testées non cas à travers les laboratoires de l'INSP. Au niveau des districts également, il y a des équipes qui ont été désignées par le ministère de la Santé publique et il y avait un plan de 17 millions de dollars qui a été revu à 37 millions de dollars parce que ce plan intégré ou prenait en compte les districts. Parce que le premier plan de 17 millions prenait juste en compte les districts prioritaires qui étaient frontaliers de la RDC. En ce qui concerne maintenant l'intégration de la santé mentale et le soutien psychosocial, c'est que ici nous devons mentionner que l'intégration n'est pas vraiment effective. Euh, Ce n'est qu'une petite intégration, si je peux dire ça, et c'est vraiment plus les aspects communautaires ou à travers l'UNICEF qui est en train de vouloir faire cette intégration en utilisant les livrets MyHeroesU à travers un partenaire de mise en œuvre et des formations aussi des familles ou des parents sur l'approche parent-team. Il y a eu un plaidoyer que nous avons eu à mener pour qu'on puisse avoir la SNSPS parce qu'elle était vraiment existante et on a eu à ajouter la santé mentale et le soutien psychosocial comme une sous-unité de la prise en charge des cas. Et également dans la continuité des services, qui est un des piliers, il n'y avait pas des aspects santé mentale où on a eu à participer à une des réunions. On a fait un plaidoyer et les aspects liés à la santé mentale au cas où on aurait et quand confirmé Ebola, comment on continuerait à faire les suivis pour l'intégration communautaire de ces personnes. Donc, ces aspects aussi ont été pris en compte. En plus de cela, nous sommes en train de faire une participation active aux réunions de coordination, que ce soit au niveau du COSP, au niveau des COPIL et d'autres piliers pour faire les aspects de plaidoyer pour l'intégration de la santé mentale. En plus de cela, nous sommes en train de faire un appui technique à certains partenaires qui sont en train de faire l'implémentation des activités santé mentale et soutien psychosocial, notamment Spring Community, qui est une organisation nationale. Il y a eu un CIMEX, un exercice de simulation, qui a été fait pour les prestataires qui sont désignés pour travailler au niveau du centre de traitement qui est désigné. Et également, on a eu à intégrer les aspects de santé mentale et soutien psychosocial, ce qui est positif. Alors, pour ce qui est de la prise en charge, nous devons mentionner que ça, c'est une image qui illustre un peu les CIMEX qu'on a eu à faire au centre de Moudougou. Ça, c'est dans le district d'Empanda, où on a fait une simulation, l'accueil, comment ça s'est fait pour identifier les défis et comment améliorer. Également, ce qu'il y a des centres qui sont identifiés. Le centre de Moudougou, qui est tout proche de Gatumba, ça veut dire proche de Bujumbura, et le centre de Gasore, qui est vers Muyinga, au nord, vers la frontière de la Tanzanie, sont des sites préparés pour recevoir des éventuels cas. Mais je tiens à mentionner que les différentes alertes ou les 12 qui ont été investiguées, c'était investigué soit au niveau de Gatumba et de d'autres dans les centres de santé et qui ont été les échantillons ont été prélevés et qui se sont révélés négatifs. Donc, ces deux centres n'ont pas encore accueilli
un cas suspect ou un cas confirmé. Alors, en plus de cela, nous avons eu à procéder à une évaluation de la fonctionnalité de ces centres, où on a trouvé les différents gaps pour ce qui est de l'intégration de la santé mentale, par exemple, où les familles seront accueillies, les triages, en ce qui concerne les aspects aussi des crèches, tous ces aspects ont été pris en compte. Il y a un besoin qu'on a eu à identifier en termes de renforcement des capacités, parce que je tiens à mentionner que le Burundi n'a jamais eu à gérer une épidémie d'Ebola. Ce n'est qu'un pox, également la COVID-19 et le choléra et d'autres épidémies, mais pour Ebola, ils n'ont pas vraiment cette expertise. Et comme je l'ai mentionné, c'est qu'il y a déjà quelques partenaires techniques et financiers qui se sont positionnés comme l'UNICEF, l'OMS, pour certains aspects, mais pour la santé mentale, ça manque encore de positionnement. Diapo. Alors, quels sont les challenges qu'on rencontre ici au niveau du Burundi? La première des choses, c'est qu'il n'y a pas un cadre national ou bien un document de stratégie qui prend en compte les aspects multisectoriels. Donc, les documents existants de 2019 prennent en compte seulement les directives cliniques où on voit que la santé mentale se limite au niveau des centres neuropsychiatriques. En plus de cela, ce que nous manquons, les positionnements des partenaires pour dire que lui, il va soutenir ou appuyer les activités liées au pilier santé mentale et soutien psychosocial. En plus de cela, nous avons initié certains contacts avec certains partenaires que le groupe de référence a mis à notre disposition. Il y a vraiment ces retards-là où c'est les faibles réactivités parce que nous avons initié des contacts, mais on nous manque vraiment des réponses pour qu'on puisse prodiguer des échanges ou des orientations techniques. Mais également dans les aspects de préparation, c'est que il y a moins de psychologues qui ont été désignés, seulement pour les deux centres, uniquement 3 psychologues. Donc, c'est vraiment une faible priorisation de ces piliers par les autorités nationales. Diapo. Également, c'est que le challenge, c'est qu'il y a il n'y a pas vraiment intégration de ces personnes. Il y a des universités qui forment, bien sûr, en santé mentale et soutien psychosocial ou en psychologie, mais dans le système de santé, quand on recrute d'autres profils comme les sages-femmes, les médecins, les infirmiers, les psychologues sont oubliés et ce qui fait qu'il y a vraiment cette rareté des ressources au niveau des structures. Les quelques psychologues qui sont affectés dans les structures sanitaires ou dans les hôpitaux, ce sont les psychologues qui sont contractés, mais ils ne sont pas sous la gestion du gouvernement. Et également, nous devons mentionner qu'il y a eu une formation entre 2019-2021 sur les MHK. Il y a eu une mobilité des ressources et cette mobilité fait à ce qu'on manque vraiment une expertise au niveau national. Diapo. En termes de stratégie d'intégration de la santé mentale pour la préparation, comment nous sommes en train de nous incruster au niveau des piliers pour arriver à le faire? C'est qu'au niveau de la coordination, par exemple, j'ai eu à tenir une séance de travail avec le responsable de l'unité santé mentale et soutien psychosocial et les chargés des opérations du cours pour voir comment les interventions s'alignent sur les priorités nationales pour ce qui est de la préparation, mais également pour les mécanismes de coordination aussi. Je suis en train de participer à différentes réunions, rencontrer les différents partenaires pour qu'on puisse voir comment on doit renforcer cette collaboration. Mais également pour arriver à intégrer la santé mentale et le soutien psychosocial dans les formations des acteurs, c'est que j'ai adapté des modules sur les modules qui ont été partagés par l'OMS avec Cécile pour voir comment nous devons intégrer les modules pour les différentes formations, par exemple aller avec la PCI, les WOSH, pour que vraiment ça soit un paquet ou une formation intégrée. Diapo. Alors, en termes de recommandations, c'est qu'il y a vraiment un besoin qu'on puisse mettre en place encore un autre pool de personnes formées sur les MHCAP qui doit être adapté bien sûr au contexte Ebola. Également, je suis en train de vouloir annoncer une cartographie des intervenants pour voir quels sont les gaps et comment on doit avoir des interventions santé mentale et soutien psychosocial, mais également de participer à des différentes réunions ou des plateformes d'échange pour ce qui est de la santé mentale et soutien psychosocial. Je vais procéder à des plaidoyers au niveau institutionnel pour voir comment on peut inclure
les recrutements et la formation des ressources humaines qualifiées dans le système de santé. Là, on va le faire bien sûr avec les ministères. Diapo. En termes de recommandations, c'est que ça, c'est vraiment général, c'est que il faut qu'il y ait un cadre national ou un document, une politique nationale qui prend en compte les aspects multisectoriels. Parce qu'avec les différentes recommandations, les récentes recommandations, c'est que la santé mentale et le soutien psychosocial sont un et sont inséparables. Mais également, c'est de voir comment les partenaires aussi qui font la santé mentale et le soutien psychosocial continuent à appuyer les gouvernements dans le renforcement des capacités et l'intégration effective de la santé mentale et le soutien psychosocial. Que ce soit au niveau du gouvernement, c'est de voir comment le ministère de la Santé identifie les besoins en ressources et comment il va faire la spécialisation de ces personnes au niveau des institutions ou des universités. Mais la dernière recommandation, c'est de voir comment institutionnaliser les postes de psychologues dans la fonction publique pour voir comment la disponibilité de ces ressources sont là. Alors, j'aimerais circonscrire un peu le cadre du Burundi. C'est qu'au niveau du Burundi, il n'y a pas, la première des choses, c'est qu'il n'y a pas une direction dédiée pour la santé mentale et le soutien psychosocial. La santé mentale et le soutien psychosocial fonctionnent comme une unité. C'est une unité de santé mentale et le soutien psychosocial qui est sous la direction des maladies non transmissibles et le VIH. Eh bien donc, comme j'étais en train de mentionner, c'est qu'il n'y a pas vraiment des aspects multisectoriels qui sont pris en compte, ce qui fait à ce que par rapport aux réalités de la RDC et d'autres pays qui sont dans la préparation et dans la riposte, puissent avoir vraiment ces manques d'intégration. Voilà, donc, Moura merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre, pour ta présentation sur la préparation et du coup de voir aussi comment l'importance de préparer l'urgence, mais aussi de voir que l'intérêt, par exemple, on parle toujours des GTT, SMSPS en urgence, mais de voir qu'effectivement, avoir travaillé sur un GTT en amont, euh, prépare le terrain aussi pour faire la préparation à une épidémie ou à n'importe quelle urgence et que ça va faciliter après quand il y a une urgence. Et là, tu te retrouves dans une situation où tu dois travailler à tous ces niveaux finalement en même temps et les challenges que ça comprend Oui, de oui, pouvoir merci pousser beaucoup. là-dessus. Merci. Alors, j'éteins juste Hyacinthe là, si j'y arrive. Euh, voilà. Donc, merci beaucoup pour cette présentation et gardez vos questions pour après. Comme ça nous donne des éclairages différents d'un pays à l'autre et des expériences différentes. Donc, c'est vraiment ce qu'on souhaitait faire et vous partager un petit peu les différentes choses. Et donc, je vous présente l'intervenante suivante qui est aussi déployée dans le cadre du dispositif des Pays-Bas, le RVO, en appui donc à la RCA hébergée par l'OMS et justement dans le cadre de la préparation là aussi à la réponse Ebola. Et donc, elle va vous parler de la situation en RCA. Donc, c'est Mireille Mafuma qui va nous présenter un petit peu ce qui se passe au niveau de la RCA. Alors, que je retrouve le bon diaporama, parce que du coup, j'en ai plein d'ouverts. Alors, ça c'est le Burundi, ça c'est la RDC. Alors, attendez 2 secondes parce que je ne la trouve pas. Pourquoi je ne l'ai pas? Apparaît dans ma préparation. Si tu veux te présenter déjà en attendant, le temps que je trouve la présentation. Ah voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Ça y est, Je suis, je suis Mireille Mafuma, comme tu le disais. Je suis experte en santé mentale, soutien psychosocial, déployée dans le mécanisme de
d'urgence RVO en appui à la coordination du groupe technique de travail à la RCA. Donc, avec justement pour mandat principal la préparation et l'intégration, en fait, l'intégration de la santé mentale, soutien psychosocial dans la préparation à la riposte Ebola, à la maladie à virus Ebola, RCA. Donc, diapo. Le contexte dans lequel on évolue, justement, c'est un contexte qui a un pays vaste, mais avec beaucoup de fragilité. On a une fragilité au niveau sanitaire. On a une fragilité au niveau sanitaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de suffisamment de formation sanitaire qui efficace, fournie en plateau technique, qui soit équitablement répandue sur le territoire. On a aussi une insécurité persistante avec les groupes rebelles et armés dissidents dans l'est du pays spécifiquement. On a aussi plusieurs régions sanitaires plusieurs districts sanitaires qui sont classés à haut risque d'importation de la maladie Ebola. Et on a des populations déplacées internes qui vivent sur le pays Diapo. Donc, aujourd'hui, il y a une double menace qui est gérée simultanément. Quand le pays se préparait à la réponse à Ebola, il y a eu une déclaration de l'épidémie de choléra. Donc, aujourd'hui, depuis le 26 juin particulièrement, le pays est déclaré en épidémie active de choléra, ce qui a maintenant fait que plusieurs districts de la ville de Bangui sont touchés. Le mécanisme de coordination qui était prévu, tous les dispositifs prévus pour la réponse d'Ebola, donc que ce soit le SGI, que ce soit les différents piliers, ont été du coup relativement convertis pour répondre aux besoins de l'épidémie de choléra qui fait déjà des morts. Et aujourd'hui, comme on aime le dire, comme le ministre de la Santé aime le dire, la, le, l'épidémie de choléra, c'est de tests grandeur nature à la préparation de MVE. Il permet justement de relever les gaps, de relever les insuffisances du système sanitaire, de relever également les besoins donc, qui sont les plus flagrants aussi. Donc, on a, à cause de la longueur de la frontière avec la RDC, un fort risque d'importation de la maladie à virus Ebola, même si jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a encore aucun cas de maladie à virus Ebola détecté, déclaré ou suspecté. Mais les districts de Omboumu, le département, la province de Omboumu, qui est frontalière à celle de Haut-Ouélé, de Bas-Ouélé en RDC, est est l'un des districts, l'une des provinces les plus exposées, les plus surveillées également. La ville de Bangui, avec sa proximité aussi avec la République démocratique du Congo, par la ville de Zongo. Et il faut savoir que les échanges se font justement par le fleuve Ubangui, où les populations vont de part et d'autre pour faire leurs achats, pour faire leurs activités et habiter et résider. Donc, Diapo. Donc, ce qui va donc rendre la RCA particulièrement singulière face à l'Ebola, c'est justement cette frontière avec la RDC à haut risque, les mouvements transfrontaliers, le commerce, les migrations saisonnières qui favorisent l'exportation. On a les systèmes de santé fragiles. On a aussi les routes. Dans ce système de santé fragile, on fait intervenir les routes parce que la possibilité d'intervenir rapidement par route est très faible. Pour l'intérieur du pays, la plupart des déplacements sécurisés et les plus rapides se font par vol, ce qui n'est pas toujours évident parce que planifié, on n'a pas de départ chaque jour ou plusieurs départs dans la journée. On a aussi le contexte sécuritaire que j'ai évoqué précédemment.
qui réduit l'accès, qui limite la surveillance communautaire et les investigations. On a ajouté à cela maintenant d'autres facteurs sociaux, ethnographiques ou anthropologiques, donc tels que les croyances et les praticiens, qui sont souvent les premiers sollicités en matière de santé, en matière de besoins sanitaires. Ce sont les premiers sollicités. On a aussi les rites funéraires à risque, donc la façon dont que les populations et les communautés ont de faire leur deuil, ont de faire leurs enterrements, constitue aussi un foyer à risque de propagation de la maladie à virus Ebola. On a aussi l'un des problèmes qu'il y a, le déficit en ressources humaines qualifiées. On n'a pas, quel que soit le domaine qu'on voudrait évoquer, un personnel qualifié qui pourrait permettre de répondre aux besoins s'il y a une urgence subite, s'il y a un déclenchement subite de la maladie à virus Ebola. Diapo. Voilà. Et il y a maintenant, le plan national a déjà été validé. Il y a un système de gestion de l'incident avec un incident manager. Je tiens également à préciser que bien que il y ait un système de gestion de l'incident, on a deux IM. Un pour la maladie choléra et l'autre pour la maladie à virus Ebola, mais on a le même système de gestion qui opèrent selon les différents piliers qui sont là, laboratoire, CREC, coordination, point d'entrée, surveillance, PCI, prise en charge, WASH, logistique, et aussi qui n'apparaît pas tout le temps quand même, suivi, évaluation. Donc, on a un contrôle comme frontalier, des points d'entrée frontaliers, même s'il n'est pas toujours évident, on a des points d'entrée, une cinquantaine de points d'entrée formels et on a des points d'entrée informels également, donc qui laisse environ 200 points d'entrée à gérer. Diapo. Aujourd'hui, et comme je le disais, il y a une seule architecture pour les deux urgences et on a la coordination, la surveillance, la CREC, les équipes d'intervention rapide, les points d'entrée, les stocks, les intrants dans la logistique. Et dans cette équipe, justement, ce qui a relevé, c'est que le groupe de travail technique de santé mentale et soutien psychosocial ici en RCA avait quand même déjà réussi à se positionner afin que la prise en compte, donc le pays a dépassé l'étape de plaidoyer de la prise en compte de la santé mentale dans la riposte des urgences, aux urgences de santé publique. Donc, dans la coordination, on a une coordination multisectorielle et qui a des éléments de santé mentale que je devrais également développer plus tard. Diapo. Donc, maintenant, comment se passent les éléments de santé mentale? Comment est-ce que la santé mentale? La santé mentale est un sous-pilier de la prise en charge, un peu comme on l'a vu avec la RDC tout à l'heure. La santé mentale est un sous-pilier de la prise en charge, donc prévention et contrôle des infections, prise en charge, est un sous-pilier dans lequel on trouve justement la prise en charge médicale, la prise en charge nutritionnelle et aussi la prise en charge en santé mentale et soutien psychosocial. Seulement, nous avons la possibilité, par ma présence, de participer à la coordination. Donc, du coup, il y a cette possibilité de réorienter pour que les éléments de santé mentale puissent être introduits dans les piliers comme des points focaux pour avoir une sensibilité à la santé mentale, soutien psychosocial pour les activités. En l'occurrence, les activités de la CREC, les activités de la WASH, les activités de la surveillance également. Donc, et maintenant, nous sommes heureusement dans l'avant. Qu'est-ce qui est censé être fait? Qu'est-ce que nous faisons déjà? Nous renforçons. Nous avons déjà, par rapport à l'urgence de santé mentale, santé publique, pardon, étant donné que les, les, la santé mentale avait déjà une place. Il est question maintenant de donner la capacité aux acteurs de santé mentale de pouvoir tenir, de pouvoir être intégrés à la communication, de savoir quels sont les éléments de santé publique quand on parle d'urgence. Comment s'active le mécanisme de coordination? Quelles sont les prérogatives des uns et des autres par rapport à la santé mentale? Aussi,
le renforcement des capacités ici permettra donc aux acteurs de pouvoir être intégrés de façon efficace à la coordination et à la, à l'implémentation des activités, à l'intégration effective de la santé mentale et du soutien psychosocial dans les activités de la riposte. Mhm. Maintenant, nous avons également la cartographie des psychologues et des assistants psychosociaux qui est en train d'être faite aussi par rapport à qui fait quoi où pour pouvoir déployer efficacement en temps opportun les, 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 les acteurs de santé mentale, soutien psychosocial. Nous avons ces derniers temps, nous avons ces derniers temps aussi le renforcement de divers acteurs de tous les domaines. Et à chaque fois, par exemple, présentement, nous sommes à un atelier de renforcement des capacités donc de SOP, de validation du SOP des EDS, des entraînements dignes et sécurisés, où nous sommes intervenus pour faire une sensibilité, en fait, ajouter la composante santé mentale et soutien psychosocial pour pour le SOP de EDS. Et la semaine prochaine, nous ferons le renforcement des capacités des équipes d'EDS, santé mentale, soutien psychosocial pendant une activité d'EDS. Nous avons également pris part au renforcement des capacités des leaders communautaires dans leur rôle de surveillance et de référence des cas. Nous prenons part à cet ensemble de formations. Il y a des formations qui sont prévues pour le personnel soignant. Il y a des formations qui sont prévues encore pour les leaders communautaires, pour les tradis praticiens et tous les acteurs de la communauté pour pouvoir être outillés aux éléments de santé mentale, soutien psychosocial. Nous sommes également en train de constituer des équipes d'intervention MHPSS pour pouvoir, d'intervention rapide, pour pouvoir se déployer immédiatement quand on aurait éventuellement un cas. Et nous avons, pour finir, les propositions qui sont en train d'être bien évaluées, qui avancent très bien au niveau de la coordination, le déploiement, le recrutement et le déploiement dans les formations sanitaires des districts désignés à haut risque, des agents, des psychologues et des accompagnateurs psychosociaux, des assistants psychosociaux. Donc, pendant, nous espérons justement participer à la coordination efficacement, ayant déjà certainement été outillés à l'avance, soutenir les patients en isolement, l'accompagnement des familles, les autres l'ont déjà dit, la gestion du stress des équipes, comme on le disait, l'épuisement compassionnel, le burn-out, tout ce qu'on a cité en amont, l'accompagnement au deuil, et par après, le suivi des survivants. Je tiens vraiment à préciser que ici à Bangui, en RCA, il n'y a pas encore eu de cas déclarés. Nous sommes vraiment dans la préparation. Diapo. Donc, comment est-ce que justement la santé mentale et le soutien psychosocial irrigue l'ensemble des piliers de la riposte en RCA? Mais bien qu'il soit rattaché au pilier de la prise en charge, on a justement l'approche communautaire dans la surveillance épidémiologique avec la gestion des résistances, parce qu'il y en a déjà eu pour les cas qui ont été suspects de choléra, bien entendu. Ici, les cas suspects qui sont investigués sont des cas de choléra. Nous avons déjà travaillé sur les messages clés, nous travaillons sur la diffusion des messages clés avec la CREC et la communication des risques et l'engagement communautaire pour dissiper tout ce qu'il y a comme perception négative, et pour lutter contre des rumeurs et des stigmatisations. Nous travaillons également avec la présence des psychologues au niveau des points d'entrée, en l'occurrence l'aéroport, qui est l'un des principaux points d'entrée du pays parce que les autres étant un peu informels ou très, très peu empruntés. Le point d'entrée aéroport de Bangui est l'un des points d'entrée qui est une surveillance intense et qui reçoit le plus de passagers, le plus de voyageurs venant de l'étranger. On a l'éventement d'une sécurité que je venais d'évoquer, où on est en train de renforcer les capacités et on participe en proposant des activités de santé mentale. On a la prise en charge médicale qu'on a déjà évoquée et le personnel de santé. Diapo. Donc, ici, en
en République centrafricaine, c'est juste la préparation, mais elle ne se fait pas de manière isolée. Nous sommes en train de nous d'outiller le groupe technique de travail qui est justement le bras armé de la santé mentale et le soutien psychosocial avec les membres très dynamiques et disponibles pour pouvoir répondre aux exigences de la santé mentale, disponibles pour renforcer leurs capacités et aussi continuer à porter le plaidoyer de la santé mentale au niveau de la coordination. Donc, il est juste question pour la Centrafrique, la République centrafricaine de continuer à institutionnaliser la santé mentale comme un pilier parce que jusqu'ici, la santé mentale étant mise dans le pilier prise en charge, il n'y a pas une ligne budgétaire propre à la santé mentale. Elle est justement englobée dans les éléments de prise en charge. Mais nous pensons qu'avec le plaidoyer que nous menons, on pourrait avoir entre-temps l'adoption d'une ligne budgétaire pour les activités de santé mentale. Donc, avec le renforcement des capacités qui est notre deuxième cheval de bataille, renforcer les capacités de tous les acteurs de première ligne comme de la communauté et même au niveau stratégique. Parce que nous sommes en train, avec la demande du COUSP, donc du Centre des opérations d'urgence santé publique, mettre une cellule d'écoute psychologique pour le personnel au niveau stratégique, qui serait également pilotée par les membres du GTT. Et justement, nous aurons avec l'une des formations phares que nous aimerons, que nous projetons faire à partir de la semaine prochaine, donc du 28 au 30, le renforcement des capacités des acteurs de santé mentale, soutien psychosocial à la coordination des urgences de santé mentale en temps d'urgence de santé publique. Donc, je vous remercie. Un grand merci Mireille pour cette présentation aussi qui met en miroir par rapport à la présentation du Burundi. Donc c'est vraiment intéressant de voir des pays qui sont avec un GTT, sans GTT, les différentes approches qui sont mises en place, les différents plans d'action et aussi les intérêts, etc., qu'il peut y avoir à travailler en amont, hein. Donc ça, je pense que c'est vraiment, ça apparaît clairement dans tout ce qui a été dit. Et puis, je voulais souligner aussi, peut-être avant de couper l'enregistrement, que c'est vrai que c'est aussi important de penser à des choses auxquelles on pense peut-être moins immédiatement quand on est en train de travailler sur la préparation. Outre le fait là d'être un pilier, on peut imaginer que ça n'a pas forcément d'enjeu au départ si on est en transversal, mais on le voit bien, ça peut avoir ensuite des conséquences budgétaires. On voit aussi que régulièrement, hein, quand on travaille sur les épidémies, ben ça se rajoute avec d'autres choses, alors soit d'autres épidémies, des conflits, etc. Et donc l'importance de penser transfrontalier, puisque évidemment bah, l'épidémie de toute façon elle respecte pas les frontières, mais aussi dans les outils et les modules que vous pouvez échanger d'un pays à l'autre et mettre à disposition. Et donc j'en profite pour dire que là je vais essayer de récupérer aussi les différents outils, matériels, formations que vous avez développés pour ceux qui sont d'accord, et puis les mettre à disposition sur le drive des ressources francophones pour éviter de dupliquer le travail et que vous puissiez partir déjà de travaux ou de modules de formation qui ont été préparés par les uns et les autres et les enrichir ou les adapter culturellement, mais qui évitent que tout le monde doive répliquer le travail à son niveau. Et des choses auxquelles peut-être on pense pas toujours aussi parfois, hein, c'est par exemple, une des questions qui se posait en RDC, c'est quelle plateforme, où déposer justement les documents à partager avec toutes les organisations pour qu'elles Exactement. y aient accès, pour qu'elles puissent les utiliser, les trouver. Donc, c'est des choses aussi à penser peut-être dès la préparation. Ces histoires d'outils à disposition, ces histoires de avoir euh, euh, imaginer une plateforme dans laquelle les fichiers pourraient être mis en place, etc., qui sera facilement disponible après pour les différents acteurs sur lesquels s'appuyer. Donc voilà, ça fait partie de toutes les choses qui sont à penser et les leçons apprises de nos échanges. Et donc maintenant, comment on dit, c'est ouvert pour qu'on commence à poser les questions. Je vois qu'il y en a dans le chat. Comme je partageais mon écran, j'ai pas pu voir le chat, mais levez la main et posez vos questions. Et puis, je vais aussi arrêter l'enregistrement. Merci à ceux qui ont suivi la session en replay. Et nous, on va poursuivre.